premier meeting aérien consacré à l'avion de ligne le plus sophistiqué de son temps. Bon, t'arrives à 100 pieds là. Le monde entier découvre l'Airbus A320. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. L'Airbus A320 arrive. Mais le spectacle vire au cauchemar. C'est pas vrai. Ça n'aurait pas pu tomber à un plus mauvais moment pour Airbus. Cet accident a été très préjudiciable. La pression sur les enquêteurs est énorme. Pour qu'Airbus se remette de ce drame, l'avionneur européen doit trouver la réponse à une question cruciale. Ça vient du pilote ou de l'avion? 14h30, 26 juin 1988. Un vol charter inhabituel s'apprête à décoller de l'aéroport Bâle-Mulhouse. Roger. Anti-ice. Michel Asseline est un des pilotes les plus expérimentés d'Air France. À seulement 44 ans, il dirige la formation des pilotes sur le tout nouvel avion de la compagnie, l'Airbus A320. Ce n'est que le troisième exemplaire à sortir de fabrication et le commandant l'a piloté depuis l'usine toulousaine de l'avionneur 2 jours plus tôt. J'étais chargé du lancement de l'A320 pour Air France. La compagnie m'a demandé d'en faire la promotion. J'avais des discours à prononcer, j'étais constamment à la télévision, dans les journaux. Air Charter 296, pour rouler s'il vous plaît. Pierre Mazière, le copilote, est tout aussi chevronné. Il a invité 2 hôtesses de l'air en congé à participer à ce vol exceptionnel. En effet, l'appareil doit effectuer un survol à basse altitude lors d'une manifestation aérienne. Chose rare pour une participation à un meeting, il y a 130 personnes à bord. Ces passagers n'ont pas de bagages, et pour certains, c'est la première fois qu'ils prennent l'avion. Il y a même des enfants, comme Mariama Barry, âgée de 7 ans, dont certains ne sont pas accompagnés par leurs parents. Après le meeting, ils feront un vol touristique autour du Mont Blanc. La plupart des passagers se sont vus offrir leur billet par une banque ou un journal. Le journaliste Jean-Marie Schreiber est chargé de couvrir le lancement du nouvel avion. Étant journaliste, je me suis réjoui de faire ce vol et de voir un petit peu comment les gens allaient réagir, comment ça allait se passer à l'intérieur de l'avion. Un autre journaliste, Jean-Claude Butch, filme l'événement. Comme montant dans cet avion, j'ai dit « Chic, c'est formidable, on va vivre un moment inoubliable ». Ça a été vraiment, oui, un moment inoubliable. L'A320 est le premier avion civil à être doté de commandes de vol électriques numériques. Cette technologie de pointe, où les commandes sont assistées par ordinateur, équipait jusqu'alors exclusivement les avions militaires. Avec ces commandes, le pilote dirige en fait un calculateur, et c'est lui qui dirige l'avion. Les commandes de vol électrique modifient la relation entre pilote et avion, car elles permettent au calculateur de passer outre une intervention humaine si celle-ci est jugée dangereuse. L'ordinateur de l'A320 ne laissera donc pas son équipage faire une manœuvre qu'il estime trop risquée. Airbus est le premier à installer cette technologie sur les avions civils. Le consortium européen espère ainsi prendre l'avantage sur son rival de toujours, l'américain Boeing. À l'occasion de cette première démonstration publique, l'avionneur joue gros.
Bien, t'expliques ce que tu fais comme vitesse, altitude. Bon alors, décollage, virage à droite et tranquillement on va chercher notre truc. On voulait montrer ce que cet avion pouvait faire. Est-ce qu'on voulait frimer? Pas vraiment. On voulait faire du bon boulot et on était sûr d'y arriver. Dès qu'on l'a formellement identifié, on sort la tôle jusqu'à volet 3. On fait un passage à 100 pieds, train sorti, et là, tu me laisses faire. Je t'amène en Alpha Max. Je l'ai fait 20 fois. D'accord. Michel Asselineau a prévu une manœuvre à couper le souffle. Un survol à basse altitude à incidence élevée à Alpha Max, c'est-à-dire dans des conditions à la limite de décrochage de l'appareil. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de cet Airbus A320 qui a seulement 2 jours depuis sa mise en service. Nous allons bientôt décoller pour un petit vol touristique qui commencera par l'aéroclub d'Upsheim. Ensuite, nous irons faire le tour du Mont Blanc. Je vous souhaite ce vol très agréable. Voilà. ACF 296Q autorisé au décollage, piste 16. Ça roule. Décollage, top. Les paramètres normaux. 100. 100. Il demande déjà climb. T'as vu? Oui, ça arrive, ça. Je connais le bug. V1. VR. Train rentré, volet 1. Checklist après décollage est terminée. Le vol jusqu'à l'aéroclub d'Upsheim, où se déroule la manifestation, ne durera que 5 minutes. Le meeting aérien est le temps fort de l'été 88, dans cette petite localité alsacienne. Le meeting, c'était quelque chose, comment dire, qui drainait plus de 5000 personnes. Donc il y avait un intérêt de la population important. L'aérodrome est si petit que ses coordonnées ne figurent pas dans la base de données de navigation de l'avion. Les pilotes doivent donc le repérer de visu. T'es à 8 nautiques, là tu ne devrais pas tarder à le voir. Voilà l'autoroute. On va laisser l'autoroute à gauche, hein? Il est à non, à droite de l'autoroute. Il est légèrement à droite de l'autoroute. Voilà le terrain. Tu l'as, hein? L'équipage ne repère l'aérodrome que tardivement et va donc devoir descendre rapidement à l'altitude prévue pour le survol. La foule s'est massée près de la piste. Air Charter 296, bonjour. 296Q, bonjour. On arrive en vue du terrain de l'aéroclub pour un passage. Oui, visuel autorisé, le ciel est clair. Train sorti. Bien, on fait le passage basse altitude et basse vitesse. 296Q. Bien reçu. Volet 2. Le QNH est à Upsheim, 1012, Fox Echo 984. D'accord. 984. Tu mets 984. Volet 3. Volet 3. C'est bien ça le terrain, tu confirmes? Affirme. Le vol 296 tourne légèrement pour s'aligner dans l'axe de la piste. L'équipage doit désormais réduire son altitude et sa vitesse pour le survol. 200. 200. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. L'Airbus A320 arrive. Bien, t'arrives à 100 pieds là. Fais... L'A320 est à l'altitude prévue. Pour Michel Asselineau, c'est le moment le plus délicat de la manœuvre. Il doit conserver sa stabilité à l'avion en lui faisant lever le nez, mais pas trop. J'ai regardé le sol et j'ai dit, oh là là, il n'est pas haut, parce qu'on voyait les stries dans l'herbe à travers le hublot. Bon, je vais bien là. Débraye l'automanette.
Michel Asselineau fait débrancher un des systèmes de sécurité de l'A320 pour empêcher l'ordinateur de faire accélérer l'avion. C'est à ce moment-là qu'il repère un danger qui menace tous ceux qui sont à bord. Le survol à basse hauteur et basse vitesse conduit en effet l'A320 droit vers une forêt. Toga, SRS. Michel Asselineau pousse la manette des gaz à fond et tire sur les commandes pour faire remonter l'avion. Mais l'appareil continue de descendre. C'est pas vrai! Merde! J'ai commencé à voir par le hublot des branches d'arbres. Alors là, c'était l'étonnement d'abord. Vous imaginez être sur la piste avec un gros véhicule, une piste défoncée, et vous roulez à 80 ou 100 km/h dessus, vous êtes secoué de tous les côtés. C'était ça. Et moi, je me disais, il faut que l'avion reste entier. Parce que si l'avion reste entier, on va pouvoir s'en sortir. S'il casse, c'est fichu. L'aile droite qui est remplie de carburant est arrachée et le feu prend instantanément. On s'est arrêté très vite, et au sol, j'ai cassé mon siège tellement j'étais cramponné. J'ai vu des flammes de tous les côtés. Autour du poste de pilotage, elles montaient à 20 mètres de haut, et de la fumée arrivait de partout. Le copilote est grièvement blessé. Il saignait beaucoup. Malgré son harnais, il avait percuté ce qu'il y avait devant lui. Mais bon sang, qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. Je comprends pas. Il y a encore eu un grand silence au moment où l'avion s'est immobilisé. Par miracle, le fuselage a tenu bon et tous les occupants ont survécu à l'impact. Mais ils ne sont pas encore tirés d'affaire pour autant. Alors là, je me penche du côté droit et je vois des flammes rouges. Les hublots étaient rouges. Et je me dis, on a tenu, mais on va mourir brûlé. Et ensuite, on a entendu quelqu'un qui disait « Sortez, sortez, il y a le feu ». Évacuez l'avion, vite, je m'occupe de lui. Seules 2 portes sont utilisables, les autres étant la proie des flammes. Mais de grosses branches bloquent le passage, ce qui retarde la sortie des passagers. Dans la panique, certains d'entre eux se battent avec leur ceinture. Marie-Françoise Freuch, une des dernières personnes à se lever, repère Mariama Barry qui est coincée dans son siège. Mariama Barry, elle avait 7 ans, 8 ans, et après l'accident qu'elle était, les gens, en se précipitant vers la sortie, se sont appuyés sur les dossiers des sièges, les dossiers sont rabattus sur elle, et puis coincée par sa ceinture, on l'a pas vue, on l'a oubliée. Je vais t'aider, je vais t'aider. Mais il est trop tard. Toutes 2 sont asphyxiées par la fumée. Dans le poste de pilotage, le commandant de bord s'efforce de dégager son copilote. Je l'ai sorti de son siège, je l'ai porté je ne sais pas trop comment, et je l'ai mis sur le toboggan. Une fois le dernier passager sorti de l'avion, les membres de mon équipage m'ont dit « Commandant, tout le monde est sorti ». Je n'en revenais pas. Mais le personnel navigant commercial s'est trompé. Tous les passagers ne sont pas sortis. Marie-Françoise Freuch, Mariama Barry et Hervé Lierman ont trouvé la mort.
Ce drame humain est aussi une catastrophe sur le plan commercial pour l'avionneur. Ça n'aurait pas pu tomber à un plus mauvais moment pour Airbus. L'avionneur présentait un avion de conception nouvelle et un des principaux arguments de vente, c'était qu'il atteignait un degré de sécurité sans précédent. Et voilà qu'un pilote s'écrasait aux commandes d'un de ces appareils. Pour tous les témoins de l'accident, et les images du crash ont été diffusées par les télévisions du monde entier le soir même, ça a été une véritable surprise. Cet accident a été très préjudiciable. Les experts du bureau Enquête Accident arrivent sur les lieux quelques heures après le drame, avec pour mission de découvrir pourquoi ce vol s'est soldé par une tragédie. Ils récupèrent les 2 enregistreurs. Claude Béchet préside la commission d'enquête. Ça vient du pilote ou de l'avion? Voilà ce qu'il faut établir. Comme les pilotes du vol 296, il travaille pour Air France et il est commandant de bord, une double casquette inhabituelle pour un enquêteur mandaté par l'État. À l'époque, j'étais encore pilote de ligne. Je me trouvais à New York au moment de l'accident et j'ai reçu un télégramme me demandant de revenir à Paris le plus rapidement possible. En plus des enregistreurs, les enquêteurs disposent d'un élément exceptionnel. Une vidéo de l'accident de très bonne qualité, filmée par un caméraman. C'était la première fois qu'on disposait d'une vidéo de ce genre. Généralement, un accident survient au milieu de nulle part, où il n'y a personne pour filmer. Sur ces images, on voit clairement l'avion voler jusqu'à la lisière des arbres en bout de piste. Il ne semble pas reprendre d'altitude. L'enregistreur phonique apporte lui aussi des indices déconcertants. Toga, SRS. C'est pas vrai! À l'évidence, l'équipage ignorait qu'il y avait un obstacle en bout de piste, ce qui déconcerte les enquêteurs. Comment une forêt a-t-elle pu prendre un équipage au dépourvu? Claude Béchet interroge le commandant de bord pour découvrir comment il comptait effectuer le survol d'Upsheim. Je voulais faire un passage à basse vitesse. Étant lui-même qualifié sur A320, Claude Béchet connaît bien les aptitudes de l'avion. Et passer à Alpha Max. Très bien. Et il ne trouve rien à redire à ce que son collègue avait prévu. Le passage à basse vitesse avait été bien conçu. Le commandant de bord m'a donné l'impression d'être très ouvert et désireux de collaborer avec la commission d'enquête. En s'intéressant à la façon dont Air France a préparé son équipage en vue du meeting aérien, les enquêteurs découvrent une note interne établissant les règles à suivre pour un vol lors de ce genre de manifestation. Et ce qui attire leur attention, c'est l'altitude minimale choisie, 100 pieds, soit 30 mètres. C'est en contradiction avec les règles de l'air alors en vigueur en France. Ils auraient dû être à 500 pieds, c'est-à-dire 150 mètres. Mais à l'époque, les pilotes qui participaient à des meetings comme celui-ci avaient tendance à descendre un peu plus bas, voire beaucoup plus bas. Désormais, toute la question est de savoir si d'autres erreurs ont été commises lors de la préparation. Claude Béchet apprend rapidement que la division de vol d'Air France n'a commencé à concevoir le plan de vol que moins de 48 heures avant le meeting. Un employé de la compagnie a préparé les plans de l'aérodrome pour l'équipage.
Les enquêteurs découvrent alors un premier problème de taille. La forêt qui borde l'aérodrome d'Absheim ne figure pas sur les photocopies. Et l'employé qui a dressé le dossier de vol n'a pas pu en discuter avec l'équipage. Vous aviez une carte de navigation? En interrogeant Michel Asselineau, le président de la commission découvre que les pilotes ont eu peu de temps pour se préparer. Voilà le dossier de vol. C'est très inhabituel en vue d'un meeting aérien. Mon copilote m'a dit qu'on ferait un vol circulaire autour du Mont Blanc et 2 passages à basse hauteur au-dessus d'un petit aérodrome, Absheim. Pour lui, il n'y avait rien de spécial, donc pour moi, c'était un vol normal par une journée normale. La préparation de vol était incomplète. L'équipage n'avait pas été briefé par les services intéressés. Sur les lieux du drame, les enquêteurs font une autre découverte. Ils mesurent la hauteur des arbres que l'avion a heurtés. En moyenne, elle n'est que d'une douzaine de mètres. Ça soulève une nouvelle question d'importance. Comment un Airbus censé être à 30 mètres au-dessus du sol a-t-il percuté ces arbres? Il est clair que le vol 296 s'est écarté de son plan de vol initial et qu'il a perdu de l'altitude avant de plonger dans une zone boisée. Mais seules les boîtes noires permettront de comprendre comment et pourquoi la chose a pu se produire. Les renseignements contenus dans l'enregistreur de paramètres sont récupérés quelques heures après l'accident. Cet appareil enregistre 200 paramètres concernant l'A320. Il brosse un portrait détaillé du fonctionnement de l'Airbus lors des dernières minutes de vol. C'est pas vrai! On a pu reconstituer l'accident et vivre aux côtés de l'équipage tout son déroulement. Deux points importants se dégagent de la masse des données. Premièrement, le vol 296 n'a connu aucun problème mécanique. Deuxièmement, l'A320 a suivi une trajectoire bien différente de celle prévue initialement. Au lieu de se maintenir à une vitesse R et à une hauteur stable, l'avion a ralenti et a perdu de l'altitude en effectuant son passage. Lors du survol de l'aérodrome d'Absheim, l'aéronef volait à 112 nœuds, la vitesse minimale à laquelle il peut se maintenir en l'air. La décélération est tellement nette qu'elle est visible sur les images vidéo. Pourtant, Michel Asselineau est un des meilleurs pilotes d'Air France. Claude Béchet comprend donc difficilement comment son collègue a pu mal négocier un vol aussi médiatique. Lors de l'entretien, le commandant explique comment ses ennuis ont commencé. Vous aviez une carte de navigation? Oui. On a eu du mal à localiser l'aérodrome. On va laisser l'autoroute à gauche, hein? Il est à gauche. Non, à droite de l'autoroute. Il est légèrement à droite de l'autoroute. Voilà le terrain. Tu l'as, hein? Ils ont repéré l'aérodrome trop tardivement. Quand ils l'ont vu, ils ont réduit les gaz et ils sont descendus. La descente se fait précipitamment pour que l'avion soit en position pour le survol. Et ils ralentissaient toujours quand ils ont atteint l'aérodrome. C'est bien ça le terrain, tu confirmes? Affirme. Mais un autre problème se présente. Les spectateurs ne sont pas le long de la piste vers laquelle l'avion se dirige. C'est une autre des carences de la préparation en vue du meeting. Air France n'a fourni à l'équipage que des renseignements concernant la piste 2, la seule piste en dur d'Absheim. Or, le commandant de bord constate que le public s'est installé le long d'une piste bien plus courte, située dans un champ d'herbe adjacent.
Je m'attendais à une piste normale, mais c'est là que j'ai vu qu'elle était en herbe. C'est sur elle qu'il s'aligne. J'ignorais totalement qu'il y avait une forêt au bout. Pour moi, ça n'était que des buissons. Bon, t'arrives à 100 pieds, là. Fais. Comme les pilotes doivent précipiter la descente, au moment où l'Airbus approche de la piste, ils volent trop vite. Pour décélérer, le commandant positionne la manette des gaz afin que la poussée soit la plus réduite possible, c'est-à-dire bien inférieure à celle utilisée pour un vol à alpha max. Autre problème, l'avion est en dessous de 100 pieds et il continue de perdre de l'altitude, mais apparemment, l'équipage ne s'en aperçoit pas. Bon, je vais bien là, débraye l'automanette. En quelques secondes, l'altitude tombe à seulement 30 pieds, soit moins de 10 mètres. Ce qui était très clair, c'est que cet avion volait environ à 30 pieds au-dessus du sol. Indépendamment de toutes les autres, cette donnée était extrêmement importante. Toga, SRS. Aucun avion de cette taille ou d'une autre ne doit voler aussi bas. C'est clair. Vous étiez à 30 pieds, pas à 100. Je croyais être à 100 pieds. Claude Béchet ne sait toujours pas pourquoi l'A320 s'est retrouvé aussi bas. Le commandant de bord, lui, affirme que ce sont ses instruments qui l'ont trahi. Volet 2. Le QNH est à Absheim, 1012, Fox Echo 984. OK. D'accord, 984. Le commandant s'appuyait sur son altimètre barométrique qui utilise la pression de l'air pour mesurer la distance de l'avion par rapport au sol. Mais pour être précis, cet appareil doit être réglé en fonction de la pression atmosphérique locale. Le QNH est à Absheim, 1012, Fox Echo 984. D'accord, 984. Tu mets 984. L'enregistreur phonique prouve que la tour a fourni la pression et que l'équipage a réglé ses appareils en conséquence. Pourtant, le commandant soutient que l'altimètre lui donnait une lecture erronée. Je vous assure que l'altimètre indiquait que l'avion était à 100 pieds. Michel Asselin a affirmé que l'altimètre barométrique, pour être précis, était 67 pieds en dessous. Il explique que c'est ce qui l'a amené à voler à 30 pieds, plutôt qu'à 100. Mais les enquêteurs sont sceptiques. Michel Asselin avait d'autres instruments lui indiquant son altitude. L'A320 est en effet doté d'un deuxième altimètre qui envoie des ondes radio pour calculer l'écart entre le sol et l'avion. Les données de cet appareil s'affichent sur un écran numérique, mais le commandant explique qu'il avait du mal à les lire. On ne pouvait pas utiliser la radiosonde parce qu'elle était numérique et personne ne peut piloter en lisant des chiffres. J'ai essayé plus tard en simulateur et je n'y suis jamais arrivé. Cependant, cette radiosonde alerte aussi les pilotes par une annonce vocale. Débraye l'automanette. Or, Michel Asselin affirme que son copilote et lui ne l'ont pas entendu. Certains ont dit que j'aurais pu entendre la radiosonde annoncer 50, 40, 30. Mais non, parce qu'à ce moment-là, l'avion faisait beaucoup de bruit et qu'on portait nos casques. À l'époque, on a démontré que ni l'alarme ni les appels de la radiosonde ne passaient dans le casque. Les enquêteurs restent cependant persuadés que l'équipage du vol 296 a mal négocié une manœuvre risquée. Claude Béchet a donc d'autres questions pour le commandant de bord. Qu'avez-vous fait en voyant les arbres? Ce que n'importe quel pilote aurait fait, j'ai essayé de passer par-dessus. Les enquêteurs découvrent que quelques instants avant l'accident, Toga, SRS. le commandant a poussé la manette des gaz à fond. J'ai attendu que les moteurs accélèrent, parce que je savais qu'il y avait des arbres devant. Mais j'ai attendu. Il affirme que les moteurs n'ont pas répondu. Ou plutôt, qu'ils ne l'ont fait que trop tard. Je vous dis que les moteurs n'ont pas répondu quand j'ai mis plein gaz. Les propos du commandant de bord sont de mauvais augure.
Si les turboréacteurs de l'A320 ont tardé à réagir, il se pourrait qu'ils souffrent d'un problème grave. Michel Asselin est convaincu que les moteurs n'ont pas répondu assez rapidement. Et il décide d'en apporter la preuve. Il découvre un document d'Airbus signalant un défaut de l'A320. On peut y lire que le régime moteur peut stagner à basse altitude, ce problème étant provoqué par un écoulement d'air faible. Et lorsque ça arrive, le moteur ne peut pas accélérer. Pourtant, les enquêteurs ne constatent aucune défaillance de ce genre dans les paramètres concernant l'avion. Toga, SRS. Lors des 5 secondes qui ont suivi la remise des gaz complète, les 2 moteurs de l'A320 ont commencé à accélérer et à délivrer une poussée de 84% N1, soit presque la puissance maximale juste avant que l'avion ne percute les arbres. Quand on passe de ralenti à plein gaz, on a l'impression que rien ne se passe pendant quelques secondes. Puis, la puissance augmente. C'est normal. C'était exactement ce qui était prévu par la certification de l'avion. Les enquêteurs sont de plus en plus convaincus que les moteurs n'ont pas connu de défaillance. Et ils trouvent un nouveau moyen de le vérifier. Sur la vidéo, on entend distinctement l'accélération. En étudiant ce bruit, les spécialistes peuvent déterminer quelle poussée les moteurs développaient lors des secondes qui ont précédé l'impact. Nous avons comparé les tours minutes des moteurs de la vidéo et ceux mémorisés par l'enregistreur de paramètres. Conclusion, les 2 moteurs fonctionnaient normalement. Le président de la commission n'a pas fini de s'arracher les cheveux. Persuadé d'être victime d'une cabale, le commandant de bord renonce à collaborer à l'enquête. J'ai essayé de travailler avec la commission d'enquête, mais j'ai commencé à avoir des soupçons. Chaque semaine, dans la presse, on lisait que l'avion n'avait rien et qu'il s'agissait d'une erreur de pilotage. Tout ce battage ne servait qu'à étouffer l'affaire, d'après moi. Michel Asselin décide alors de contre-attaquer. Il fait une déclaration à la télévision britannique. Quand j'ai tiré sur le manche pour redresser, les commandes ont abaissé les gouvernes. À bord de n'importe quel avion, si on demande de redresser, les commandes des gouvernes obéissent aux ordres du pilote. À bord de celui-ci, elles ont fait le contraire. Pourquoi? C'est une bonne question. Ces accusations mettent en cause ce qui fait la spécificité même de l'A320. Les commandes de vol électrique donnent-elles trop d'autonomie au calculateur? Les déclarations de Michel Asselin sont corroborées par des données de l'enregistreur de paramètres. Cette boîte noire a enregistré tous les mouvements du mini-manche latéral. Le tracé indique que quelques secondes avant le crash, le commandant l'a tiré vers lui pour redresser le nez de l'avion. Quand les enquêteurs comparent cette courbe à celle du comportement de l'A320, ils sont déroutés. Il dit vrai, la gouverne de profondeur s'est abaissée. Dans les secondes qui ont précédé l'accident, les pilotes ont vainement essayé de redresser. Le mini-manche latéral actionne les gouvernes de profondeur. Tirer dessus permet de les relever, ce qui augmente l'assiette de l'avion. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Une des bizarreries de cet accident a été révélée par l'analyse de l'enregistreur de paramètres. Au cours des dernières secondes, avant le choc contre les arbres, le pilote a tiré le mini-manche latéral vers lui aussi fort que possible. Mais les gouvernes ont pris une position qui a fait baisser le nez. Michel Asselin pense que la descente de l'avion a provoqué une réponse automatique des calculateurs de vol.
À son insu, il a fait descendre son avion à 30 pieds du sol, train d'atterrissage et volet sortie. Les enquêteurs se demandent donc si l'ordinateur n'en a pas conclu que l'avion allait se poser et pris les mesures en conséquence. Lorsque l'avion s'est mis en palier au-dessus de l'aérodrome, il a survolé un taillis qui a momentanément fait passer la hauteur donnée par le radar en dessous de 30 pieds. Ça a pu suffire à faire basculer le système de commande de vol en mode atterrissage. Il est possible que, contrairement à ce que Michel Asselineau lui a ordonné de faire, l'ordinateur ait fait baisser le nez de l'avion en vue d'un atterrissage. Les enquêteurs doivent donc déterminer si, à cet instant critique, l'A320 a décidé à la place du pilote. Ils analysent les données de l'enregistreur de paramètres. Arrêtez ici. Mais c'est une déception. L'avion était-il en mode atterrissage? L'enregistreur ne peut apporter aucune réponse. Les équipements de l'A320 sont tellement sophistiqués que l'enregistreur ne peut pas garder la trace de tous les paramètres de l'avion. Claude Béchet envisage donc une autre option. Il décide de faire une simulation du vol au-dessus de l'aérodrome d'Absheim pour évaluer le comportement de l'A320. OK. Commençons la descente. Passez sur ralenti. Allez chercher l'incidence alpha max. Bien. Doucement. J'ai mis en scène l'accident, mais sur la piste la plus longue à Toulouse. Altitude 40 pieds, 35 pieds. On l'a refait à l'identique. L'objectif est donc de descendre à 30 pieds. Redressez légèrement pour vous mettre en palier. Maintenez. Le calculateur va-t-il faire passer l'avion en mode atterrissage? Bien, plein gaz. Vous avez entendu? Alpha protection. Ce vol d'essai provoque un abaissement du nez décidé par l'ordinateur, exactement comme pour le vol 296. L'avion n'a pas basculé en mode atterrissage. Le survol a en fait activé un des principaux systèmes de sécurité de l'A320 pour le protéger d'un décrochage. En raison du trop faible écoulement d'air sur les ailes, voler lentement avec une assiette très cabrée peut provoquer une perte de portance. L'ordinateur de bord de l'A320 a donc été programmé pour rabaisser le nez de l'avion en cas de risque de décrochage. Ça signifie qu'en théorie, tant que le système de commande de vol est opérant, le pilote ne peut pas faire décrocher l'avion. Claude Béchet en conclut que l'ordinateur de bord a bel et bien négligé l'injonction du commandant de bord. Mais que ce faisant, il a empêché l'avion de décrocher et donc de s'écraser juste avant la forêt. Cet avion n'a pas décroché. Et on peut dire qu'il s'est posé sur les arbres. L'enquête touche à sa fin. Claude Béchet s'apprête à rendre son verdict. Les conclusions de mon rapport ont été les suivantes. L'avion volait trop bas, trop lentement, et il manquait de puissance. Pour Claude Béchet, ce rapport final clôt l'enquête sur la tragédie d'Absheim. Pourtant, l'affaire est loin d'être classée. La justice doit rendre son jugement concernant le commandant Asselineau. Accusé d'homicide involontaire pour la mort de 3 de ses passagers, il est passible d'une lourde peine, mais pense avoir trouvé des preuves susceptibles de le blanchir. Il est persuadé que les boîtes noires ont été trafiquées
pour dissimuler des défauts des commandes de vol électrique de l'Airbus A320. On a étouffé l'affaire à l'aide d'enregistreurs bidons. C'est le premier point. Le second, c'est que leur contenu a été modifié. D'après lui, tout a commencé sur les lieux mêmes de l'accident. Un employé de l'administration française de l'aviation civile a été pris en photo au moment où il emportait les boîtes noires. Ce sont ces mêmes boîtes qui sont présentées comme pièces à conviction au procès de Michel Assouline. Pourtant, elles n'ont pas le même aspect. J'ai l'occasion de voir les boîtes noires, celles qui sont aux mains de la justice. Mais quand je vois l'état dans lequel elles étaient, c'est des vieilles boîtes pleines de rayures, avec de la poussière, la peinture écaillée. Je dis, mais attends, ça peut pas être des boîtes du crash de l'avion qu'on avait, était tout neuf. Il me dit, c'est pas les bonnes. Le commandant engage un institut de criminologie suisse pour comparer les deux clichés. Conclusion, il ne s'agirait pas des mêmes enregistreurs. Cette accusation, Claude Béchet la rejette. Pour lui, elle est tout bonnement scandaleuse. Le but était de prouver que les bandes avaient été trafiquées. Mais pour nous, c'était incompréhensible. Parce que tous les experts en matière d'enregistreurs savaient que c'était physiquement impossible. Pourtant, un expert n'est pas de cet avis. Ray Davis a dirigé le service de décryptage des enregistreurs de vol de l'AAIB, l'homologue britannique du BEA. Il a été embauché par la télévision britannique pour étudier le travail des enquêteurs français. Ça m'a ouvert les yeux dans la mesure où, avant de lire le rapport, j'avais une idée complètement différente des causes possibles de cet accident. La lecture de ce document a fait apparaître tant d'anomalies et soulevé tant de questions que j'ai complètement changé d'avis. Ray Davis découvre des éléments susceptibles d'innocenter Michel Assouline. Il soulève des questions à propos du moment où l'équipage a mis les gaz pour essayer de passer par-dessus les arbres. Toga, SRS. En étudiant les données des boîtes noires, le Britannique découvre une incohérence curieuse. Les enquêteurs du BEA ont synchronisé les boîtes noires avec une transcription des échanges avec le contrôle aérien. Ray Davis épluche les derniers échanges entre l'aiguilleur du ciel et les pilotes avant l'accident. D'accord, 984. Tu mets 984. Cet échange a été enregistré par le contrôle aérien et par l'enregistreur phonique de l'A320. Le QNH est à Absheim, 1012, Fox Echo 984. D'accord, 984. Tu mets 984. Ray Davis constate qu'il y a un décalage de plusieurs secondes entre les deux. D'après la boîte noire, l'avion était à 5 secondes de l'impact contre les arbres lorsque Michel Assouline a remis les pleins gaz. Mais selon Ray Davis, cette action se serait en fait déroulée 4 secondes plus tôt et cet écart de temps change tout. C'est la différence entre le délai normal de réaction d'un moteur et un gros problème mécanique. Michel Assouline affirme qu'à cette occasion, le délai a été plus long que celui auquel il s'attendait. En fonction du côté du débat que vous choisissez, à savoir si, oui ou non, le délai de 4 secondes de l'enregistreur de paramètres est réel, soit c'est un idiot, soit il dit vrai. La justice française ne croit pas que Michel Assouline dise vrai. Après plusieurs appels, il est condamné à 10 mois de prison pour homicide involontaire.
Pourtant, bien des questions restent en suspens au sujet des boîtes noires et des 4 secondes de décalage. Et elles risquent d'assombrir à jamais les conclusions de la commission d'enquête présidée par Claude Béchet. L'opinion publique a dû se dire « Les enjeux étaient tellement importants. Il s'agissait de l'avenir de toute l'aviation européenne. » Donc, quelqu'un a réussi à trafiquer les bandes pour faire porter le chapeau au pilote plutôt qu'à l'avion. Mais c'est tout simplement impossible. Le rapport final se termine par plusieurs recommandations. L'une d'elles suggère que les vols lors des manifestations aériennes n'embarquent plus de passagers. Une autre demande une reconnaissance effective des lieux de la part des équipages. La commission demande également la vérification de la conformité des règlements internes des compagnies aériennes avec la réglementation officielle au sujet de l'altitude. Michel Asselineau a poursuivi une carrière d'enseignant et d'inventeur dans le domaine aéronautique. Il a fait appel de sa condamnation et consacré l'essentiel de sa vie à se disculper. La tragédie d'Absheim n'a finalement eu que peu de conséquences pour Airbus Industries. L'A320 est devenu un des plus beaux succès de l'histoire de l'aviation civile. Il s'en est vendu plus de 750 exemplaires au cours des 10 premières années d'exploitation. Quant à la technologie des commandes de vol électriques, elle a été adoptée en toute sérénité par la nouvelle génération d'avions de ligne.